Bien, bonsoir à tous, bienvenue. Le mois dernier, nous nous en souvenons, Monseigneur Aupetit est venu évoquer pour nous la vie et le sacré. Il a abordé à la fois le rapport au divin, mais aussi ce qui transcende l'homme, et encore ce qui a valeur d'absolu. Une longue introduction lui a permis de nous faire voir combien la vie elle-même ne se présente pas immédiatement à nos yeux. C'est bien plutôt le vivant qui nous est donné à voir. La biologie décrit ce qui se passe, mais non pas la vie. Même sa définition est complexe. Entre ceux qui, avec Bichat, la définissent comme ceux qui nient la mort, ou ceux qui, à l'instar de Monod, prétendent qu'elle n'est que le fruit du hasard. Une simple observation, nous vous est-il remarqué, souligne la difficulté. Une souris et un arrosoir sont similaires au niveau des particules élémentaires, quand bien même l'une a la vie, bien sûr, et l'autre pas. Le philosophe Michel Henry remarquait que dans la biologie, il n'y a pas de vie, mais seulement des algorithmes. Globalement, disait-il, deux visions s'opposent. L'une mécaniciste, qui réduit la vie à son fonctionnement cellulaire, et l'autre spiritualiste, pour qui la vie n'est que l'expression spécifique de l'intelligence et de la liberté, hors de sa réalité corporelle. Deux approches, deux visions, tout aussi insuffisantes. Et pourtant, nous voyons combien quelque chose dépasse ces conceptions, au fond un peu étriquées, puisque seul dans le vivant, Homo sapiens enterre ses morts. C'est bien le signe qu'il y a toujours pensé qu'il y a une vie après la mort, et ce, jusqu'à récemment. Au fond, la vie s'éprouve plus qu'elle ne s'observe. L'homme est fondamentalement un être de relation. Je naît par rapport à tu. Autre dimension qui s'est perdue, le rapport à la dimension charnelle, qui se traduit aujourd'hui très souvent par une approche de possession. C'est ma vie. Or, pour un chrétien, je n'ai pas un corps, je suis un corps. En conclusion de ces propos, Monseigneur Aupetit a posé quelques jalons pour rappeler, pour préciser ce qu'est la vie. Ainsi, pour lui, la dignité, c'est d'être aimé jusqu'au bout. Semblablement, tandis que l'autonomie, qui est très à la mode, c'est vouloir mettre la main sur sa vie, plutôt que de la recevoir. Pour Monseigneur Aupetit, la vraie liberté, c'est d'aimer jusqu'au bout. Finalement, la vie nous relie à Dieu, la vie transcende l'homme. Il sera ce soir aussi, sans doute, sûrement, question de vie et de mort, hélas, et sûrement aussi d'espérance, puisque nous avons la joie de recevoir Frédéric Pons. Bonjour monsieur. Vous êtes grand reporter, familier du Moyen-Orient, professeur à l'ICES et auteur d'un livre récent, L'Arménie va-t-elle disparaître chez Artege. Pour poser peut-être quelques éléments de contexte, indiquons que l'Arménie, il s'agit d'une des plus anciennes civilisations du monde, issue d'un royaume antique, Urartu, sur une superficie de 10 fois l'actuelle Arménie, quand même. Puis l'arrivée du peuple armens, peuple indo-européen, permet de constituer la satrapie d'Arménie au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'était hier. Rappelons aussi que dans les années récentes, hélas, une région particulière a été le théâtre d'affrontements avec son voisin, l'Azerbaïdjan. Il s'agit du Haut-Karabakh, où l'Arménie l'a emporté d'abord il y a quelques années, alors que le rapport de force est inversé plus récemment, et dans le conflit de fin 2022. Et ceci en raison notamment du soutien très fort de la Turquie à l'Azerbaïdjan, tandis que l'Arménie est soutenue, théoriquement soutenue par la Russie, pays qui, nous le savons, a peut-être d'autres préoccupations ces temps-ci. Des enjeux géopolitiques globaux compliquent encore la situation, puisque la guerre en Ukraine, les inquiétudes relatives à la Chine, le soutien de la Turquie, qui est quand même un pays de l'OTAN, détournent le regard de ce, entre guillemets bien sûr, petit pays. En outre, la décision européenne de cesser de s'approvisionner en gaz auprès de la Russie a conduit à chercher d'autres fournisseurs, parmi lesquels l'Azerbaïdjan.
Un pays qui, pour compliquer peut-être encore les choses, est en conflit un peu larvé avec la France, avec notamment l'arrestation d'un citoyen français récemment. S'il fallait encore une raison de s'émouvoir du sort de ce pays, rappelons qu'il s'agit du premier État chrétien au monde, un des berceaux de notre foi donc, dans un monde qu'il a largement perdu cette fois, hélas. N'est-ce pas une terrible symbolique, en plus des souffrances, pour le coup pas du tout symboliques évidemment, qu'endure ce peuple. Sylvain Tesson, qui est un défenseur éloquent de cette cause, évoque à propos de l'Arménie un verrou chrétien au milieu de l'ancien empire ottoman. Toujours Sylvain Tesson, si on la considère comme une extension, une ombre projetée de l'Europe au seuil de la steppe, un éclat de nous-mêmes fiché dans l'Orient, alors c'est nous-mêmes qui sommes frappés par ces tourments. Misak Manouchian, le nouveau pensionnaire du Panthéon, vous savez, victime du nazisme et arménien, a eu des mots assez beaux à propos de sa vie, de ce qui lui est arrivé. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Ces phrases peuvent nous faire penser à celle bouleversante de Christian de Chergé, le prieur de l'abbaye de Tibirine, qui allait plus loin encore, puisque lui disait pardonner et se savoir lui-même complice du mal et de celui-là même qui en effet le frapperait quelques jours après. Monsieur Pons, est-ce au fond une part du combat de la foi qui se vit en Arménie? Y a-t-il un rapport avec l'héroïsme qui se joue là-bas? Est-ce une part aussi de nous-mêmes peut-être qui se lie dans cette région du monde? Merci en tout cas 1000 fois d'avance de nous éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, la conférence est pratiquement faite, là. Merci pour cette magnifique introduction. Monsieur l'abbé, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Pas tellement pour ma satisfaction personnelle, mais parce que quand je vais en Arménie, j'y retourne en mai, puis en juin, je dis souvent à mes amis arméniens, ne croyez pas que vous êtes aussi isolés que vous croyez l'être. Ils le sont, je vais revenir là-dessus. Et je leur dis, vous savez, en France, beaucoup de gens pensent à vous, prient pour vous. Et la prochaine fois, je pourrai leur dire, sans exagérer, sans inventer quoi que ce soit, même si les journalistes ont tendance souvent à inventer ou à exagérer les choses, je leur dirai qu'un soir de mars, ici à Toulouse, un certain nombre de personnes s'étaient rassemblées pour venir parler de l'Arménie, écouter des choses sur l'Arménie, et sans doute à la fin, monsieur l'abbé réciter une prière, dire quelque chose autour de... À le tenir à la main. Je n'ai que deux mains, mais... Bon. Là, ça porte si je le tiens comme ça? Bon. Et donc, je leur dirai que nous sommes réunis pour parler de l'Arménie, pour évoquer la tragédie de l'Arménie d'aujourd'hui, évoquer l'histoire, la culture, la portée aussi de l'Arménie dans notre propre civilisation, et ça, ce sera à la fin de ma petite conférence. Et puis, je leur dirai aussi qu'on a prié pour eux. Et croyez-moi, quand je leur dis des choses comme ça, au début, ils n'y croient pas et ils sont extrêmement émus de savoir qu'à des milliers de kilomètres d'Erevan ou du mont Ararat, eh bien, des gens pensent à eux, prient pour eux et se mobilisent pour eux parce que souvent, je sais qu'il y a des représentants peut-être de l'œuvre d'Orient, de SOS Chrétien d'Orient ou d'autres organismes, et peut-être des Arméniens aussi dans la salle. Les organisations arméniennes sont très mobilisées. Eh bien, tout ce travail de sensibilisation, d'information ou de réinformation sur l'Arménie génère aussi des flux d'aide charitable, caritative, au-delà des flux de prières qui sont absolument nécessaires. Donc croyez-moi, je leur dirai et ils seront émus, j'en suis sûr. Alors ce soir, je ne vais pas refaire l'histoire de l'Arménie, du royaume de l'Urartu à aujourd'hui, pas du tout. Je vais vous donner un certain nombre de repères qui me semblent essentiels pour comprendre ce qu'est l'Arménie, repères géographiques, historiques un peu, repères anthropologiques, repères démographiques, très importants, pour arriver très vite à
l'actualité de ces 40-50 dernières années pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça débouchera sur deux questions importantes pour comprendre la situation. Que veut l'Azerbaïdjan? Plus globalement, que veulent les Turcs? Et tout ça est très clair et très documenté. Et que peut l'Arménie? Que peuvent les Arméniens aujourd'hui? Avec quels moyens, quels amis, quels alliés? Et je terminerai en revenant quand même un peu sur ce que représente l'Arménie pour nous, Européens, Occidentaux, chrétiens, Français, et pourquoi il est utile d'en parler et de défendre ce malheureux pays, cette petite république d'Arménie. Alors, quelques repères un peu pédagogiques, très rapides. Nous sommes dans le Caucase, comme la carte vous le montre. La carte est un peu loin pour ceux qui sont au fond, mais très clairement, alors vous verrez sur d'autres cartes qui seront plus lisibles, le problème de l'Arménie. Le problème de l'Arménie aujourd'hui, encore une fois, merci monsieur pour mon aide pédagogique. Le problème de l'Arménie qui est ici, vous voyez, c'est ici, c'est que c'est un pays complètement enclavé entre la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Ça n'est pas innocent sur la façon dont les Arméniens se considèrent, sur la façon dont les voisins considèrent l'Arménie, et ça n'est pas innocent aussi au regard de l'histoire ancienne et actuelle de l'Arménie. Alors, l'Arménie, vous voyez de façon un peu plus claire aujourd'hui sur cette carte où ça se situe. L'Arménie est entourée par en gros 4 voisins, 2 voisins hostiles, la Turquie, l'Azerbaïdjan, un voisin ambigu, je pourrais dire 2 voisins ambigus au nord, c'est la Géorgie et la Russie, je reviendrai sur le jeu de la Russie, et un voisin plutôt ami, mais paria du monde occidental, l'Iran. Dans ce contexte un peu difficile, géopolitique, l'Arménie se retrouve seule. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi la Russie s'est éloignée de l'Arménie. Elle se retrouve seule avec des projets, sur lesquels je vais revenir, extrêmement précis, des projets de dépeçage, de tronçonnement du territoire arménien par l'Azerbaïdjan pour des raisons économiques, géopolitiques et maintenant aussi, depuis quelques années, pour des raisons religieuses. Je vous ai mis la symbolique du drapeau avec une petite notation qui n'est souvent pas connue, cette couleur orange. En réalité, c'est un orange abricot. Ça fait référence, comme je vous l'ai mis, à la fertilité de l'Arménie, mais ça fait référence surtout au Prunus armeniaca, c'est l'abricot. L'abricot que nous connaissons vient d'Arménie, c'est un peu une référence à ce legs de l'Arménie, à nos palais gustatifs. Alors, dans ce contexte-là, vous avez une population qui est estimée à, aujourd'hui les chiffres officiels ont dit 3 millions d'habitants, en réalité tous les recensements, toutes les études montrent que l'Arménie n'a plus 3 millions d'habitants. C'est un vrai problème aujourd'hui pour les Arméniens, c'est presque un sujet sensible d'intérêt national évident. Les Arméniens seraient 2 700 000, 2 800 000. On ne sait pas aujourd'hui exactement combien ils sont. La démographie est devenue un sujet extrêmement inquiétant pour l'Arménie, parce que l'Arménie fait 2,8 millions, mettons, d'habitants, l'Azerbaïdjan 10 millions d'habitants. D'emblée, il y a une disproportion. Quant à la Turquie, 85-90 millions. Cette disproportion fait que, selon les lois de la géographie et les lois humaines, la nature a horreur du vide, et l'Arménie, qui est en train de se rétrécir sur le plan démographique, quand on parle à des chercheurs arméniens, ils le disent, et presque ils remontent les épaules, ils se disent « on est condamné à terme à subir la loi du plus grand nombre ». La loi du plus grand nombre, ce sont les voisins turcs, ils appellent turcs aussi bien les Turcs de Turquie que les turcophones d'Azerbaïdjan. La démographie est aujourd'hui un problème majeur que les différents partis politiques ont pris en compte
avec des promesses pour relever la natalité, pour faire en sorte que l'Arménie se repeuple ou évite de perdre sa jeunesse. Ça, c'est un énorme problème parce que ce qui fait une force de l'Arménie, c'est sa diaspora, c'est aussi sa faiblesse. La diaspora arménienne, je vous l'ai mis, à peu près 6 millions d'Arméniens dans le monde. Là encore, les chiffres, c'est à la louche, on n'a pas d'estimation très précise. 2 millions en Russie, et ça n'est pas innocent quand je vais vous parler des rapports entre la Russie et l'Arménie, 600 000 en France, à peu près autant aux États-Unis. Cette diaspora est très importante parce que depuis le début du XXe siècle, même un peu avant, elle a toujours été une courroie de transmission des intérêts arméniens dans le monde. Quand il s'est agi de défendre l'Arménie et les Arméniens, eh bien, la diaspora dans le monde, et notamment dans le monde occidental, était là pour se mobiliser, pour sensibiliser et pour relayer les appels au secours de l'Arménie. Donc ça, c'est un bon point pour la diaspora, avec la contrepartie ou la face noire de la diaspora, qu'on explique très bien quand on est sur place en Arménie, c'est que cette diaspora attire les jeunes Arméniens de la République d'Arménie. Et c'est irrésistible, parce que cette diaspora, ce sont des familles, ces familles ont toujours un cousin, un oncle, des parents, des amis qui sont en République d'Arménie. Et quand ces gens qui sont en République d'Arménie, qui ne voient pas d'avenir, qui ne trouvent pas de travail, qui ont l'impression de ne pas gagner assez bien leur vie, se tournent vers leurs amis ou leurs parents via diaspora, évidemment, ils sont bien accueillis à bras ouverts. Souvent, ils quittent la République d'Arménie pour aller notamment en Occident pour faire des études, mais quand ils ont goûté à notre mode de vie occidental, rares sont ceux qui retournent là-bas, en Arménie. Là aussi, les chiffres sont à manier avec beaucoup de précautions, mais en moyenne, 40 000, 30, 40, 50 000, j'ai vu plusieurs chiffres, jeunes Arméniens quittent chaque année le territoire de la République d'Arménie. Combien reviennent? C'est très difficile à dire, mais c'est par paquet de 10 000 que les jeunes qui sont déjà formés en Arménie ou qui vont se former ailleurs dans le monde quittent ce pays. Et donc, il y a un appauvrissement continu depuis maintenant 20-30 ans au sein de la population arménienne, appauvrissement de leur jeunesse et de leur jeunesse formée. Et ce qui s'est passé ces dernières années ne contribue pas évidemment à faire rester les jeunes tentés de quitter leur pays. Alors certains reviennent. Dans le livre, je parle de ces Arméniens qui habitent à l'étranger, de la diaspora, ou qui se sont formés à l'étranger, et qui à un moment, pour des raisons patriotiques, des raisons religieuses, des raisons d'objectifs de vie familiale, décident de retourner en Arménie. Mais ils sont très peu. Ils sont très peu, et quand ils retournent là-bas, ou quand ils vont là-bas pour la première fois, souvent c'est un choc culturel extrêmement fort, parce que quitter la Californie, l'Île-de-France, Marseille ou Toulouse, et se retrouver en Arménie, le choc est rude sur le plan social, économique et même humain. Et donc cette diaspora qui est une richesse incomparable de l'Arménie, parce que cette diaspora envoie aussi chaque année, elle capte des jeunes, mais elle envoie chaque année 2, 3, 4 milliards de dollars offerts à l'Arménie pour des projets de développement. Chaque année, l'Arménie s'en sort d'une certaine façon grâce à cet apport financier que représente la diaspora. Beaucoup de projets agricoles industriels ont démarré ou ont été pérennisés grâce aux apports financiers de la diaspora. C'est très bien, mais aujourd'hui, quand on discute avec des responsables arméniens en Arménie, ils disent qu'il faudrait avoir une vraie politique en Arménie à l'égard de la diaspora. L'argent, oui, mais l'espèce d'exode organisé par la diaspora, exode de la jeunesse, ça doit s'arrêter. Là, ce sont des études qui sont menées aujourd'hui, mais pour l'instant, personne n'est tout à fait d'accord. Les gens au pouvoir ont intérêt à continuer à capter l'argent de la diaspora, ont intérêt aussi d'une certaine façon à continuer à faire former des jeunes Arméniens
dans les meilleures universités occidentales, avec l'espoir qu'ils reviennent, mais en réalité, sur la longue durée, on voit bien que c'est un marché de dupes, puisque la moitié, les 2/3, voire les 3/4 de ces jeunes ne reviennent pas pour travailler dans leur pays et mettre en valeur leur patrie. Ça, c'est une grosse difficulté. Ce point démographique est majeur. Les couleurs, on ne les voit pas très bien. Ça indique où sont les Arméniens de la diaspora. Je vous ai parlé des 2 millions qui sont en Russie. Ça a contribué aussi à la fois, cette diaspora arménienne en Russie, ça a contribué à aider la République d'Arménie quand elle devient indépendante en 1991. La République d'Arménie a des yeux, des oreilles, des amis, des alliés, des relais à Moscou et en Russie. Ça a été très bien. Et en même temps, on a vu au fil des années un effet pervers de l'importance de cette diaspora arménienne en Russie, parce qu'elle a contribué à pérenniser la soviétisation de l'Arménie, la russification de l'Arménie. Les Arméniens de Russie avaient des intérêts en Russie, mais aussi en Arménie, des intérêts croisés, et ils ont été soit prisonniers consentants, soit ils y ont trouvé leur intérêt en continuant à entretenir des liens extrêmement serrés entre la Russie et l'Arménie, quitte à exploiter l'Arménie au nom des intérêts de la Russie et pas pour les intérêts de la seule Arménie. Et aussi, ils ont contribué à aveugler les générations de politiciens arméniens, persuadés jusqu'à ces dernières années, jusqu'à l'an dernier, qu'ils auraient toujours la Russie à leur côté. On savait déjà depuis quelque temps que la Russie, je vais vous expliquer pourquoi, avait pris ses distances, mais ce rôle neutralisant de la diaspora arménienne en Russie a été très important dans la mesure où cette diaspora a contribué à figer les choses en Arménie sur le mauvais côté du versant, c'est-à-dire le côté soviétoïde de l'Arménie que l'on constate quand on va là-bas. Certains dans la salle sont allés en Arménie, ont vu ces espèces de conglomérats industriels de l'époque soviétique complètement figés, rien n'a bougé, et c'est un peu à l'image de toute l'économie arménienne qui est restée très soviétisée. Les gens ont perdu le goût du travail, ont gardé le goût de l'assistance absolue du temps de l'Union soviétique. Eh bien, parmi les responsables de ces mauvaises habitudes, on trouve cette fameuse diaspora arménienne de Russie. Donc il y a de bons côtés et de très mauvais côtés. Des réflexions sont en cours sur le rôle de cette diaspora à Erevan, dans les cercles intellectuels, universitaires, les cercles politiques un peu moins, mais c'est un des défis majeurs de la République d'Arménie sur les années qui viennent. Ralentir l'exode des jeunes et redéfinir le rôle et la responsabilité de la diaspora. Un autre aspect qui est reproché à la diaspora, que j'explique à travers quelques interlocuteurs dans le livre, c'est que beaucoup d'Arméniens d'aujourd'hui, parmi les jeunes générations, reprochent à cette diaspora d'entretenir finalement une espèce de nostalgie très sympathique, mais de nostalgie paralysante sur le thème du génocide. Une grande partie de la diaspora, qui s'est éloignée de la République d'Arménie, continue à communier malgré tout avec l'Arménie, mais dans un strict cadre historique, pardonnez-moi le terme, qui est un peu péjoratif, mais c'est le terme qu'on m'a donné, en ressassant les souvenirs de la tragédie. On ressasse, on vit dans l'histoire, on vit dans la nostalgie d'avant, on vit dans la tragédie du génocide de la fin du 19e et du début du 20e, et cette attitude un peu passéiste est reprochée aujourd'hui à la diaspora, parce que les Arméniens d'Arménie attendent plus que des dollars qui arrivent, et surtout beaucoup plus que ces récits sans cesse répétés autour du génocide et de la souffrance du peuple arménien. Le peuple arménien a souffert, mais aujourd'hui les jeunes générations à Erevan, en République d'Arménie, veulent sortir de ça et se projeter vers l'avenir.
définir un but commun. Pour l'instant, ils n'en sont pas sortis parce que, disent-ils, il y a ce poids important de l'Arménie qui apporte de l'argent, qui apporte un soutien politique, culturel, et qui en même temps étouffe un peu tout ce qui pourrait contribuer à faire décoller cette pauvre Arménie. J'ai insisté sur la diaspora parce que c'est un aspect très important aujourd'hui dans les réflexions des Arméniens. Je vous laisse lire. L'Arménie, depuis toujours, dans l'histoire, c'est un carrefour. Et c'est aussi pour son malheur. Un carrefour sur des hauts plateaux. Les hauts plateaux, l'Arménie est à 90% à 1000 mètres d'altitude. Et c'était une forteresse, si vous voulez, naturelle. Et tous les grands empires, tous les envahisseurs sont passés sur ce plateau forteresse avec l'idée qu'il fallait occuper cette zone centrale du Caucase pour rayonner ensuite vers le monde turc, vers l'Anatolie, vers le monde perse ou vers la Caspienne. Et donc, au fil des années, au fil des siècles et des millénaires, après les premières tentatives d'État arménien, le fameux royaume d'Urartu, et puis ensuite, dans les dernières années avant notre ère, l'ère chrétienne, il y a eu un royaume d'Arménie. Ensuite, au Moyen-Âge, un royaume d'Arménie, je vais très vite. Ces royaumes ont systématiquement été brisés par les puissances du moment, la puissance romaine, puis les Perses, puis les Ottomans, parmi les grands envahisseurs et ces grandes puissances qui ont systématiquement cassé les velléités d'indépendance politique et étatique de l'Arménie. Eh bien, l'Arménie a été victime de tous ces envahisseurs et de tous ces empires. Ça commence avec Alexandre le Grand, qui passe sur ces terres, qui conquiert ensuite les Romains, puis les croisés passent aussi là, et puis jusqu'à la fin, la dernière grande puissance qui a soumis l'Arménie au temps moderne, ça a été, vous le savez, l'Union soviétique, qui s'était partagé l'Arménie historique avec l'Empire ottoman et la Turquie. Et donc, tout au long de l'histoire, la chronique arménienne, c'est l'histoire de tentatives quasiment toujours avortées de constituer un État autonome et libre, toujours battu, contrebattu par des puissances qui venaient d'ailleurs ou qui ne supportaient pas les velléités d'indépendance de la malheureuse Arménie. Entre 1375, la fin du royaume d'Arménie de Cilicie, je vous montrerai sur la carte, on verra la carte de la Grande Arménie tout à l'heure, entre la fin de ce royaume et 1918, il n'y a plus d'existence autonome politique de l'Arménie. Elle disparaît de la fin du XIVe siècle jusqu'à 1918, jusqu'à l'éphémère Première République d'Arménie, qui va durer 2 ans. Et ensuite, l'Union soviétique va s'emparer de l'Arménie et va tenir l'Arménie jusqu'en 1991, indépendance de l'actuelle République d'Arménie. Et donc, dans la chronique historique de l'Arménie, il y a cette quasi-impossibilité, presque anthropologique, de pouvoir constituer un État qui tient sur des années ou des siècles, en toute indépendance. Ils ont eu ces États qui ont été systématiquement cassés. Au cœur de l'identité arménienne, ce qui a permis à ces Arméniens sans arrêt occupés, envahis, persécutés, disloqués, ce qui a permis aux Arméniens de tenir, c'est un miracle, si on peut dire, c'est l'Église, c'est la christianisation. Ça a été dit, je crois, dans l'introduction, l'Arménie se convertit en 301 avec Saint Grégoire l'Illuminateur, une très belle histoire. Quand on va sur place, on raconte ça avec beaucoup plus de précision. Mais Saint Grégoire l'Illuminateur convertit l'Arménie, et c'est 75 ans, je crois, avant l'Empire romain, et c'est bien avant Clovis et la Gaule. Et donc le plus vieil État chrétien au monde, c'est l'Arménie, 301. Et à partir de là, quand l'histoire politique de l'Arménie explosait, quand les structures politiques indépendantes de l'Arménie disparaissaient, il y avait une structure qui tenait les Arméniens,
à laquelle les Arméniens se raccrochaient, leur église apostolique arménienne, qui se sépare de Rome en 451 et qui ensuite est devenue autocéphale, autonome. Eh bien, cette église a été à la fois le ciment de l'unité spirituelle, religieuse, mais aussi politique des Arméniens. Quand tout allait mal, il y avait les prêtres, il y avait les églises. Et au-delà de ça, l'église arménienne a joué un rôle majeur en développant, en installant et développant la tradition d'écriture, de lecture dans l'Arménie. L'invention de l'alphabet arménien qui a permis aux Arméniens de traduire la Bible, puis de traduire des œuvres profanes et de se constituer un patrimoine culturel, intellectuel extrêmement fort. Eh bien, tout ça vient d'une initiative de l'Église, le prêtre Mashtots, qui a inventé cet alphabet qui, aujourd'hui encore, est structurant dans l'identité de l'Arménie. L'Église a été et est encore le seul pilier véritable de l'identité arménienne. Les républiques, les royautés arméniennes ont disparu, l'Église est restée très puissante et très forte. Alors là encore, quand on fait une enquête en Arménie, quand on parle aussi bien aux religieux qu'aux laïcs, et notamment aux politiques, ils ont tendance à dire que l'Église joue un rôle trop important en Arménie, que l'Église fige un peu les choses. Il y a des débats entre eux, mais même les plus anti-religieux reconnaissent que l'Église d'Arménie a sauvé à plusieurs reprises l'identité et le peuple arménien. La survie de l'Arménie, malgré tout ce qui s'est passé, y compris le génocide, ça a été le rempart de l'Église. C'est par l'Église qu'ils s'en sont sortis. Et quand on va en Arménie, quand on peut assister à des cérémonies religieuses, à la piété ou à la religiosité des Arméniens, on est toujours frappé, comme souvent en Orient d'ailleurs, frappé de cette ferveur qui habite les Arméniens, même dans les campagnes les plus reculées, même dans les églises les plus pauvres, les plus sommaires, les plus rurales, on trouve toujours des cierges qui brûlent devant des icônes, même si les icônes sont dégradées, même si les murs sont pourris par la moisissure, la lèpre, et il y a des églises comme ça, il y a toujours des cierges qui brûlent. Le cierge qui brûle, c'est l'Arménie qui continue à vivre, dit-on là-bas. L'Arménie vit à travers ces cierges dans les églises et à travers ces messes et ces grandes cérémonies. Là, vous avez un exemple de photo de ferveur. Là, c'est le grand portail d'entrée d'Echmiadzin. Echmiadzin, c'est le Vatican de l'Église apostolique arménienne. Ce sont des bâtiments modernes, mais c'est le cœur battant de l'Arménie chrétienne. Et c'est là où se déroulent des grandes festivités religieuses chaque année, avec des dizaines de milliers de fidèles et des centaines et des centaines de prêtres et de moines qui font des processions dans les rues de cette ville. C'est à une vingtaine de kilomètres d'Erevan, la capitale. Alors, je voulais vous montrer ceci. Vous avez la partie la plus sombre en marron, c'est ce qui nourrit une partie de la nostalgie des Arméniens. La Grande Arménie, c'est la Grande Arménie dans son extension la plus vaste. Donc, on part ici de Erevan. L'Arménie actuelle, c'est ici, hein, la petite République d'Arménie. C'est 10% de ce qu'était la Grande Arménie. Et en vert, vous avez, à partir du... Alors, cette Grande Arménie, c'est l'Arménie du roi Tiridate, c'est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Romains brisent tout ça. Mais ensuite, traditionnellement, donc l'Arménie que nous connaissons est ici. En vert, ici, vous avez la patrie des Arméniens. La patrie des Arméniens, c'est leur foyer. C'est là où ils étaient. Et c'est là où ils pensent devoir être encore un jour. Quand on va en Arménie, c'est toujours frappant, quand on rencontre des politiques, des intellectuels ou des religieux, ils ont souvent beaucoup de cartes autour d'eux. Et très souvent, ils montrent des cartes.
Et c'est frappant de voir qu'un Arménien, quand il veut expliquer son histoire, il va ouvrir des livres, il va rechercher des cartes, il va se replonger dans ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, c'est la nostalgie, les rêves de grandeur, le passé qui a été brisé, et c'est ce qui nourrit aujourd'hui la volonté de résister, parce que les Arméniens qui ont tout perdu, qui se sont repliés ici, 10% de ce qui reste de la Grande Arménie, eh bien, ils n'ont plus d'autres foyers. Ils n'ont plus d'autres foyers. Et donc, cette petite Arménie, autour du lac Sévan, ici, autrefois la Grande Arménie, c'était la terre des trois mers, les trois grands lacs, notamment le lac de Van, ici, et aujourd'hui le lac Sévan, ils n'en ont plus qu'un. Eh bien, quand ils racontent ce qu'ils étaient, et on rebascule dans la nostalgie, ils étaient là, en Asie mineure, en Anatolie. Et vous savez pourquoi ils n'y sont plus? Eh bien, c'est là que s'est produit ce fameux génocide turc des années 1894 à 1915-1920. Le royaume arménien de Cilicie, autour d'Adana, ceux qui sont allés en Turquie connaissent peut-être cet endroit, c'est le dernier royaume arménien, c'est le dernier État arménien indépendant avant 1918. Le roi Léon le Magnifique, qui en 1375 perd ce royaume, va être prisonnier, va être racheté par les Français, et il va être enterré à Saint-Denis, dans la basilique royale, avec nos rois. Et cette histoire de Léon le Magnifique nourrit cette amitié très particulière que la France entretient, on va y revenir en fin de parcours, avec l'Arménie. Les Arméniens disent, en 1915, la France a été quasiment le seul pays à nous défendre. Les intellectuels et les hommes politiques français de droite et de gauche ont dénoncé le génocide et nous ont défendus. Mais ce lien si particulier entre la France et l'Arménie, ça vient de très loin, ça vient des rois de France, ça vient du XIVe siècle, ici, quand on a, non pas sauvé ce royaume arménien, mais quand on a sauvé la vie de leur dernier roi. Et donc, là encore, on est dans la nostalgie, dans l'histoire des relations entre la France et l'Arménie, et il y a un lien qui s'est créé et qui n'a jamais été complètement rompu. Et j'ajoute qu'en 1915, ici, il y avait une très forte communauté arménienne qui restait malgré la fin de ce royaume au XIVe siècle. Ici, quand le génocide se déroule, il y a une résistance qui est organisée par les Arméniens. Le Moussadak, c'était sur une montagne. Les derniers résistants ont combattu. Il y avait les femmes et les enfants. Ils étaient affamés. Et la France, à ce moment-là, est allée les aider et a dépêché une escadre. Et la plupart des Arméniens ont pu être évacués. 5000 ou 6000 ont pu être évacués, notamment sur un bateau qui s'appelait le Jeanne d'Arc, ou la Jeanne d'Arc, je ne sais plus comment on dit, le Jeanne d'Arc. Les Arméniens le savent, ils le retiennent dans le grand musée du génocide qui est à Erevan, c'est un musée magnifique, extrêmement riche et très poignant. L'épopée française au secours des martyrisés de 1915 est très présente, elle est très bien racontée, il y a beaucoup de photos, beaucoup de témoignages, et là encore, ça nourrit ce regard si particulier des Arméniens sur la France, et ça nourrit, ou ça devrait nourrir, cette attention que nous, Français, nous avons à l'égard de l'Arménie. Ici, vous avez, en termes de tâches, les populations arméniennes telles qu'elles étaient, c'est le complément de la carte précédente. Il y avait à peu près 3 millions d'Arméniens qui vivaient en Anatolie et sur ce qu'est aujourd'hui la petite République d'Arménie. Arrive le génocide. Le génocide commence non pas en 1915, on dit le génocide de 1915 parce que par commodité, il fallait une date, c'est le pic en quelque sorte des persécutions. Ça commence dès les années 1890, 1894, les persécutions, les assassinats de masse, les déportations de masse, qui vont culminer en 1915, avec notamment
tous ces points rouges que vous voyez, donc là c'est l'Anatolie, la Turquie, tous ces points rouges sont des points de regroupement, tout ça est très documenté, ce sont, avec les flèches, des points de regroupement et de mise à mort, ou des pistes ou des chemins par lesquels sont passés ces convois de femmes, d'enfants, les hommes avaient quasiment été tous tués, pour aboutir ici en Syrie. Ceux qui sont allés en Syrie, ça leur dit peut-être quelque chose. Deir ez-Zor, ça a été le Auschwitz, le Dachau, le grand camp de concentration et d'extermination du génocide des Arméniens en 1915. L'organisation du camp avait été faite par des Allemands, 1915. Ils avaient planifié tout ça, conseillé les Turcs pour leur expliquer comment il fallait organiser les convois de déportation, comment il fallait aménager les camps et comment il fallait mettre à mort les gens, 1915. Les mêmes méthodes serviront 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard en Allemagne. Quand on est en Arménie, dans l'ouest de l'Arménie, dans la région de Gyumri, à la frontière de la Turquie, il y a un endroit où l'on voit de l'autre côté de la frontière, il y a une espèce de petit promontoire, on voit ceci. C'est l'ancienne capitale de l'Arménie. Il n'en reste que ceci. Les maisons ont été rasées, il y avait des milliers d'Arméniens qui habitaient là, les maisons ont été rasées, les églises sont restées, beaucoup ont disparu, et c'est un endroit extrêmement poignant, c'est un lieu de pèlerinage pour les Arméniens. Quand ils vont à cette frontière, ils regardent de l'autre côté, donc c'est en pays turc, ils regardent et ils se disent « Nous habitions là, nos parents, nos aïeux vivaient là, et tous ont été exterminés, il ne reste que de la terre battue et que des ruines. » C'est un endroit extrêmement poignant qui appartient aussi aujourd'hui à l'imaginaire de la population arménienne. Ils vivent avec ça, ces photos, ces cartes, ils les connaissent par cœur. Ça nourrit un ressentiment à l'égard des Turcs et surtout une grande méfiance à l'égard de ce qui les attend. Ce qui les attend, c'est les volontés, les velléités des voisins. Alors ici, en coloré, vous avez l'Arménie, avec cette région dont je vais vous parler, qui s'appelle le Syunik, qui est particulière. Ici, vous avez le Nakhitchevan, une enclave ou une exclave arménienne de l'Azerbaïdjan, qui autrefois était arménienne. Et ici, vous avez le Haut-Karabakh ou l'Artsakh. Et là, on bascule maintenant sur l'actualité, ou l'histoire toute récente. 1921, Staline et les Soviétiques contrôlent le Caucase, donc l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Diviser pour régner, c'est ce que Staline a toujours fait. Il se méfie des Arméniens. Il sait que les Arméniens sont intelligents, travailleurs et avec un esprit qui n'est pas toujours dans la ligne du parti. Et donc, pour affaiblir l'Arménie, la République d'Arménie, il va décider de... Enfin, il va y avoir une négociation, une discussion, et il va décider de donner le Nakhitchevan, ici coincé entre l'Iran et l'Arménie, et le Haut-Karabakh, à l'Azerbaïdjan, qui se trouve ici. Il va y avoir une discussion autour de cette région, qui s'appelle le Syunik, c'est l'Arménie, mais que les Turcs appellent le Zangezur. Finalement, le Syunik, Zangezur va rester dans l'Arménie, mais ces deux enclaves vont être données à l'Azerbaïdjan. Entre 1921 et aujourd'hui, ici dans le Nakhitchevan, qui était peuplé d'Arméniens, avec des églises arméniennes, des cimetières arméniens, cette enclave a été complètement vidée de toute sa population chrétienne. Il n'y a plus un chrétien, il n'y a plus une église, il n'y a plus un cimetière. Il y avait ici, à Julfa, dans le sud du Nakhitchevan, l'un des plus grands et des plus beaux cimetières de Khachkar, du Caucase et du monde. Les Khachkars, ce sont des pierres sculptées qui portent une croix. Ça a été fait entre le 9e et le 17e siècle. Ce sont des trésors. L'UNESCO a classé tout cela. C'était magnifique. Il y avait 5000 à 7000 Khachkars, des pierres sculptées hautes comme ça, dans ce fameux cimetière de Julfa.
dans les années 70-80, les Azéris ont rasé ce cimetière, ont concassé les Khachkars, les ont jetés dans le fleuve Arax, le fleuve qui fait la frontière ici entre l'Arménie et la Turquie. Le fleuve Arax passe ici. Et bien ici à Djoulfa, ils ont jeté tout, ils ont fait des routes avec ces Khachkars, et aujourd'hui ce cimetière de Djoulfa est devenu un champ de tir et un champ de manœuvre. Les Arméniens disent, vous voyez ce qui s'est passé dans la Nakhitchevan, eh bien dans le Haut-Karabakh que nous avons perdu, c'est ce qui va se passer. Alors on dit non, vous exagérez, il y a la communauté internationale, on va surveiller. Eh bien les Arméniens disent, partout où les Turcs ont saisi des terres arméniennes, ils ont appliqué la même méthode. Ils commencent par enlever des croix, puis ils ferment des églises, puis ils laissent les églises se délabrer. Après, pour des raisons de sécurité, il faut raser l'église parce qu'elle risque de tomber. Et à terme, c'est le Nakhitchevan, plus une seule présence chrétienne. Le Haut-Karabakh a commencé par un exode de chrétiens. Il y avait 120, 130 000 habitants, il n'y en a quasiment plus. C'est ce que l'Azerbaïdjan a en tête. Que veut l'Azerbaïdjan dans cette affaire? L'Azerbaïdjan a voulu d'abord récupérer le Haut-Karabakh que les Arméniens, en 1991, à partir de leur indépendance, 91-94, avaient récupéré manu militari. Les Arméniens disaient, ce Haut-Karabakh, l'Artsakh, est à nous, on le récupère. À l'époque, l'Azerbaïdjan était un pays faible, n'avait pas encore ses gros revenus pétroliers et gaziers, n'avait pas encore l'armée qu'elle a. L'Arménie a récupéré militairement les 2/3 du Haut-Karabakh à l'époque. Elle s'est notamment emparée de ces terres marron qui étaient des terres azéries, ici. Ces terres azéries, il y avait le Karabakh historique et des terres qui étaient hors de l'enclave du Karabakh. En 1994, les Arméniens gagnent cette guerre, s'emparent du Karabakh, qui devient l'Artsakh, et ils sont chez eux. Se produit un exode à ce moment-là. Beaucoup d'Azéris quittent le Karabakh, rejoignent l'Azerbaïdjan, et beaucoup d'Azéris qui vivaient aussi en Arménie quittent l'Arménie et rejoignent l'Azerbaïdjan. Ça crée des tensions, ça crée une volonté de revanche, et pendant des années, l'Azerbaïdjan va préparer tout cela. À partir de la victoire de 1994, et quand on se retourne et quand on en parle aux Arméniens, ils baissent la tête, ils disent oui, c'est vrai, les Arméniens se sont endormis. Leur victoire de 1994 les a persuadés qu'ils seraient plus forts que les Azerbaïdjanais. Ils ont cessé d'investir dans leur armée, ils ont cessé de travailler au profit de l'Artsakh et du Haut-Karabakh, et ils n'ont pas vu que l'Azerbaïdjan, avec ses revenus pétroliers et gaziers qui n'ont pas cessé d'augmenter dans les années 90, 2000, 2010, préparait sa revanche. Ils n'ont pas lu ce que disait le président Aliyev, fils de son père, qui était déjà président, qui est devenu le fils Ilham Aliyev, qui est devenu l'autocrate, qui est au pouvoir depuis 2003. Au moins depuis 2003, Aliyev, l'autocrate qui règne à Bakou, avait annoncé très clairement ce qu'il voulait faire. Que veulent faire les Azerbaïdjanais? C'est très simple, tout est expliqué dans leur texte, dans leur discours. D'abord, leur discours est soutenu par un négationnisme historique incroyable. Quand on lit leur texte, on n'en croit pas ses yeux. Les Azerbaïdjanais disent officiellement dans leurs discours, dans leurs universités, que les Arméniens n'ont aucune légitimité dans le Caucase. Ils nient complètement l'arménité de la République d'Arménie. Ils disent non, les Arméniens n'ont pas à être là, ils ne sont pas légitimes, sous-entendu, ils peuvent être éliminés, chassés, tués. C'est écrit dans leur texte. Ils disent par exemple que cette région du sud de l'Arménie, ce n'est pas le Sionik, le nom arménien, c'est le Zangezur. Les Azerbaïdjanais ont déjà préparé des cartes, des panneaux indicateurs, des noms de villes avec des noms azéris, azerbaïdjanais, pour nier l'arménité
de l'Arménie du Caucase. Donc tout ça, ça commence par un travail historique de mise en condition des populations. Et puis après, l'Azerbaïdjan a un objectif. L'objectif, c'est de... Attendez, j'ai une carte plus précise. Voilà. Vous voyez le Karabakh historique. Ça, c'est ce qu'avait pris en 1994 l'Arménie. Et c'est ce qu'elle a tout perdu lors de la dernière guerre, il y a un an. Symbole des gens du Haut-Karabakh. Quand ils s'endorment après 1994, ils disent « Nous sommes très forts, nous sommes le peuple de la montagne ». À travers ce symbole, c'est un symbole très fort, c'est sur beaucoup de photos, de cartes postales, de livres, c'est le symbole des Arméniens du Haut-Karabakh. Ça a été fait du temps de l'Union soviétique, et le commissaire politique qui était venu pour l'inauguration, l'histoire est célèbre, avait dit « Mais ces personnages-là qui représentent le grand-père et la grand-mère du Haut-Karabakh n'ont pas de pieds, n'ont pas de jambes. » Et l'architecte et les Arméniens qui étaient autour avaient répondu « Mais monsieur le commissaire politique, nos jambes, c'est dessous, ce sont nos montagnes. On ne partira jamais d'ici. On est tellement fort qu'on n'a pas besoin de mettre nos jambes. On est sur cette terre, nous sommes nos montagnes. Nous sommes nos montagnes, nous sommes invincibles. » Ça, c'était dans les années 80. En 2022, ils étaient chassés de leurs montagnes. Eh bien, le projet, après, voilà, Ilham Aliyev, le projet, après cette guerre, qui a été remportée... Attendez, hop. Je vais en avant, en arrière, excusez-moi, je reviens sur ce Karabakh. L'idée générale du... C'est le fil. C'est cassé, il y a un truc. C'est pas complet? Non. Là c'est complet. Après la négation historique de ce qu'est l'arménité, ce qu'est l'Arménie historique, les Azerbaïdjanais ont en réalité un objectif, d'abord économique, ensuite géopolitique et depuis quelques années religieux. Leur objectif, à partir de l'Azerbaïdjan, gros producteur de pétrole et de gaz, c'est la richesse de l'Azerbaïdjan, c'est d'avoir les oléoducs et les gazoducs les plus rapides et les plus sûrs possibles. Aujourd'hui, du fait de la présence de l'Arménie dans le Caucase et de l'Iran qui est hostile à l'Azerbaïdjan, les gazoducs ou les oléoducs doivent passer par la Géorgie. Donc passent par le nord et reviennent ensuite en Turquie. Ou alors, ça passe par bateau, puis ça transite vers la Russie, le sud de la Russie, pour aller vers les ports de la mer Noire. C'est à la fois long et un peu compliqué. Là encore, dans les textes, les discours et les analyses faites par les Azerbaïdjanais, conseillés par des compagnies pétrolières et gazières anglo-saxonnes, américaines et britanniques, les textes sont là, les études ont été faites, ils estiment que le plus sûr et le plus rapide pour acheminer le gaz et le pétrole azerbaïdjanais, ce serait de passer par le sud de l'Arménie. Et l'idée générale, c'est pour les Azerbaïdjanais d'obtenir ce corridor au minimum dans le sud de l'Arménie pour rejoindre la Turquie, plus sûr, moins long, moins coûteux. S'ils ne peuvent pas avoir ce corridor terrestre, et pour faire passer leur gazoduc et oléoduc, eh bien, ce sera la conquête de la partie sud, le fameux Sionik. Je vais essayer de retrouver la carte plus explicite. Je ne vois pas bien, là, plus explicite. La carte de l'Arménie. Voilà. À partir de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, le fameux Sionik, l'idée c'est de faire transiter pour aller vers la Turquie.
un corridor terrestre ici, le long de la frontière avec l'Iran, ou au minimum, récupérer cette partie sud, le Syunik, que les Azerbaïdjanais appellent le Zangezur, pour tronçonner l'Arménie. La fin de cette partie arménienne de l'Arménie, la disparition de cette partie arménienne, ce serait la fin de l'Arménie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur ces 35 km de frontière avec l'Iran, cette espèce de corridor, de part et d'autre du fleuve Arax, il y a une route, un chemin de fer et un gazoduc iranien qui remonte vers l'Arménie et qui alimente l'Arménie. C'est un poumon majeur pour l'Arménie, un poumon économique, commercial. Si l'Azerbaïdjan fait passer ici obtient un corridor terrestre sanctuarisé, eh bien, il n'y aura plus de passage avec l'Iran possible. L'Arménie sera étouffée. Et elle ne dépendra finalement, pour ses liaisons, que de la Géorgie et la Russie là-haut. Autrement dit, c'est ingérable, ce serait ingérable. Or, l'Azerbaïdjan le sait, et jusqu'à ces dernières années, jusqu'il y a 2 ans, ils réclamaient un corridor terrestre. Aujourd'hui, ils en sont à dire, le corridor terrestre ne suffira pas pour nous, pour nos intérêts. Nous voulons la partie sud, qui n'est pas arménienne, le fameux Syunik, qui n'a rien d'arménien. Les Arméniens ne sont pas légitimes. Et donc, on va faire une nouvelle région azerbaïdjanaise que nous appellerons le Zangezur. Tout cela est écrit dans leurs textes, dans leurs revendications. Ça, c'est l'aspect économique. Il y a un aspect géopolitique, presque civilisationnel important, c'est que les stratèges azerbaïdjanais, conseillés, rejoints, soutenus par les stratèges turcs, rêvent d'un grand axe, une sorte de grand croissant qui irait d'Istanbul au Xinjiang chinois, qui relierait tous ceux qu'on appelle les peuples turciques. Les peuples turciques sont des peuples turcophones, ça part de la Turquie actuelle, l'Azerbaïdjan, et puis ça remonte Kazakhstan, Ouzbékistan, jusqu'au Xinjiang chinois. Les Ouïghours, que l'État central communiste chinois déteste et martyrise, les Ouïghours sont des Turciques musulmans, proches de la Turquie, soutenus par la Turquie. Et dans l'esprit des stratèges turcs et dans l'esprit du président Erdogan, qui se rêve en empereur néo-ottoman de la nouvelle grande Turquie, il y a ça aussi, rejoindre tous ces peuples, mais au milieu de ce croissant, de cet arc de cercle, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a l'Arménie. L'Arménie, c'est le caillou dans la babouche du grand turc, ça gêne. Et donc, dans leur discours, dans leurs analyses sur les 20 ans, 30 ans, 50 ans qui viennent, il est clairement inscrit que l'Arménie, en tout cas le sud, doit être coupé et récupéré par le monde turc. Et depuis 5 ou 6 ans, il y a un nouvel aspect qui est apparu, qui n'était pas là au départ. Au départ, c'était surtout géopolitique et économique. C'est l'aspect civilisationnel. On voit de plus en plus dans les discours aujourd'hui, au-delà de la négation de l'arménité de l'Arménie, on voit le rejet du christianisme, de la chrétienté arménienne. C'est clairement dit. La croix dans le Caucase, c'est très choquant pour les populations turques de toute cette région, disent-ils. Et donc, dans ces fameux discours, je cite ça dans le livre, hein, mais dans ces discours, on voit bien que ça va bien au-delà des seuls intérêts géopolitiques et économiques. Aujourd'hui, c'est un problème aussi, on n'en est pas là, mais de guerre de religion, de rejet de la croix, rejet de la religion. Quand on nie l'arménité de l'Arménie du Caucase, on nie la légitimité chrétienne dans le Caucase. Et donc là, on a franchi une étape qui peut, du point de vue turc, qui peut fédérer un certain nombre de peuples, mais qui, du point de vue chrétien, signifie l'annonce de nouveaux pogroms, de nouvelles persécutions, et peut-être d'un nouveau génocide dans le sud, en tout cas de l'Arménie. Que peut l'Arménie face à tout ça? Eh bien, l'Arménie, je vous l'ai dit, moins de 3 millions d'habitants, elle est
4 fois moins peuplée et 4 fois moins grande que l'Azerbaïdjan. Le PIB de l'Azerbaïdjan, c'est 10 fois celui de l'Arménie. Les investissements de l'Azerbaïdjan dans son armée sont décuplés par rapport à ce que peut faire l'Arménie. Et puis surtout, l'Arménie est toute seule. Quand l'Arménie regarde son environnement, elle constate que l'Azerbaïdjan est aidé de façon très conséquente par la Turquie, par les États-Unis d'Amérique, malgré la présence d'une grande communauté arménienne aux États-Unis, et par Israël. Israël n'aime pas particulièrement les Azéris musulmans, mais Israël trouve son intérêt, parce qu'Israël vend plutôt des armements, des technologies militaires dernier cri, tout en achetant du pétrole et du gaz azerbaïdjanais à un prix défiant toute concurrence. Et puis surtout, dans le sud de l'Azerbaïdjan, ici, face à l'Iran, Israël a obtenu des bases d'écoute dirigées vers l'Iran, qui demain, en cas de guerre, pourront servir à Israël. Donc Israël est très présent. Une partie des drones utilisés par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie dans les derniers événements militaires étaient à la fois turcs et israéliens. Les transmissions de dernière génération utilisées par les Azerbaïdjanais viennent d'Israël. Et quand l'Arménie regarde tout ça, elle est totalement démunie. Sur le plan militaire, elle a des matériels soviétiques déclassés depuis longtemps. Elle n'a pas assez d'hommes, pas assez de matériel, pas de technologie, pas d'aviation, et elle est seule. L'Arménie, à une époque, croyait en l'aide de la Russie, au soutien de la Russie. Depuis 1991, les Russes étaient les alliés naturels de l'Arménie. C'est ce que croyaient les Arméniens. Ils n'ont pas vu que progressivement les choses ont évolué. À Moscou, Poutine a fait une analyse de situation qui lui a montré que les intérêts prioritaires de la Russie ne correspondaient plus tout à fait aux intérêts de l'Arménie. Les intérêts de la Russie, dans le contexte de guerre contre l'Ukraine qui ne se passe pas très bien, c'était d'éviter un second front dans le Caucase. Donc il ne fallait pas soutenir l'Arménie et se dresser contre l'Azerbaïdjan et risquer une confrontation avec la Turquie. Donc Poutine a fait profil bas de ce côté-là, en soutenant de façon très légère l'Arménie, puis en l'abandonnant. Et puis surtout, avec les sanctions occidentales de ces dernières années, eh bien la Russie a besoin de continuer à exporter son gaz et son pétrole. Et la Russie a contracté avec l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan aujourd'hui exporte une partie du gaz et du pétrole russe vers la Turquie et vers l'Europe. Donc nous sanctionnons la Turquie, nous interdisons les importations de gaz et de pétrole russe en Europe, mais nous achetons du gaz et du pétrole russe, à peu près 15 à 20% de ce qu'on achète en gaz et en pétrole, ça vient de Russie, mais ça transite par l'Azerbaïdjan, ni vu ni connu. Et donc Poutine a besoin de l'Azerbaïdjan sur le plan économique, et il n'a pas besoin d'une nouvelle guerre ou d'un nouveau front. Résultat, il s'est éloigné de l'Arménie, les Arméniens ne l'ont pas vu, ils se sont réveillés un peu tard. Le nouveau Premier ministre arménien qui arrive au pouvoir en 2018, qui a été réélu en 2021, a cru bien faire en disant on va se rapprocher de l'Occident, on va se rapprocher des États-Unis. Il a fait venir des conseillers américains. Évidemment, pour la Russie, pour Poutine, ça a été un casus belli. Et donc là où la Russie prenait de plus en plus de champs avec l'Arménie, ça s'est aggravé et accentué avec ce rapprochement occidental du Premier ministre Pachinian, qui a été une tentative, mais qui s'est révélée extrêmement néfaste pour l'Arménie. Résultat, l'Arménie se retrouve avec une Russie qui la laisse complètement seule, elle est isolée. Sur place, il y a qui? Il y a l'Iran, mais l'Iran est un pays plutôt sympathique, qui accepte de vendre du gaz et du pétrole à l'Arménie, qui accepte un flux commercial, logistique important, mais l'Iran, c'est quand même un mauvais cheval dans cette région, parce que c'est un pays qui lui-même est soumis à des sanctions internationales extrêmement importantes. Donc ce n'est pas un allié fiable, même si l'Iran fournit un peu d'armement à l'Arménie. Et puis, que reste-t-il? L'Amérique, mais l'Amérique est devenue alliée de l'Azerbaïdjan.
pour des raisons pétrolières et gazières aussi. Donc l'Amérique, c'est fini. Il reste un pays, c'est la France. Pendant des années, les Arméniens nous disaient « on est très contents parce que la France reste un pays ami. Depuis le XIVe siècle, depuis le XIXe, le génocide, la France a toujours été présente. » Et puis, au fil des années, les Arméniens commençaient à dire « oui, mais là, on est dans le dur avec l'Azerbaïdjan. On a eu une guerre en 2020, une guerre en 2022. On a perdu le Haut-Karabakh. Ils se sont rapprochés de nos frontières. Demain, ils vont vouloir nous tronçonner le sud du pays. On n'a que des discours. Nous n'avons que des discours. Combien de fois on l'entend comme un reproche? Ils nous aiment bien, les Arméniens. La France représente la liberté, la culture, le luxe, une histoire commune. Mais ils nous disent toujours, mais vous êtes dans les discours. À un moment, il faut passer aux actions concrètes. Et depuis 2020, notamment, les Arméniens réclamaient à la France des équipements militaires légers, pas les gros canons qu'on donne à l'Ukraine, des équipements légers, des jumelles de vision nocturne, des moyens de transmission, de l'armement de petit calibre, des radars anti-drones. On ne leur donnait pas. On a attendu, semble-t-il, qu'ils soient au plus bas, c'est-à-dire qu'ils subissent la défaite de 2020, puis la défaite de 2022, la perte du Haut-Karabakh, et la montée en puissance que rien n'arrête de l'Azerbaïdjan, pour venir là, c'était à la fin de l'an dernier, 2023, pour venir enfin à Erevan et leur dire, mais vous avez besoin de quoi? Toutes ces dernières années, j'allais en Arménie, les gens que je rencontrais nous disaient, mais on a fait des demandes sans arrêt à la France de matériel. L'ambassadeur français ou l'ambassadrice qui était là jusqu'à l'an dernier était aux abonnés absentes. Le nouvel ambassadeur est beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus compétent. C'est un type qui est habitué aux situations de crise. Il a été consul de France à Erbil, au Kurdistan, au moment de l'affaire des violences de Daesh là, ces dernières années. Donc c'est un opérationnel. Et du coup, la France s'est un peu réveillée. Il a transmis les demandes, il a transmis les dossiers, il a expliqué les choses. Et l'automne 2023 marque une rupture dans la politique française. On est passé des discours aux premières livraisons d'armes. Monsieur Lecornu, notre ministre de la Défense, est allé là-bas il y a quelques jours avec des industriels de l'armement, avec un gros avion qui a livré un certain nombre de matériels. C'est beaucoup par rapport à ce qu'on faisait, c'est si peu de choses par rapport aux besoins de la défense arménienne, et c'est surtout ce soutien un peu militaire et politique, c'est si peu par rapport à la volonté de puissance manifeste, répétée, de l'Azerbaïdjan, tel que je vous l'ai expliqué. Et donc, aujourd'hui, quand je pose la question, l'Arménie va-t-elle disparaître? Tout indique qu'elle pourrait disparaître. Tout indique qu'elle a des ennemis qui voudraient qu'elle disparaisse, et des ennemis extrêmement puissants, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Tout est en place pour que l'Arménie prenne des coups supplémentaires qui pourraient lui être mortels. Et pourtant, quand on écoute les Arméniens, ils disent souvent, c'est vrai qu'on s'est replié aujourd'hui sur notre plateau au pied du mont Ararat, qui est en Turquie, hein, pour ceux qui ne le savent pas, le symbole de l'Arménie, qu'on voit sur les billets de banque partout, il est en Turquie, à 60 km d'Erevan. Eh bien, on s'est replié sur notre terre et on a l'église. Et c'est ça qui est frappant, quand on vient de nos pays déchristianisés, il est difficile de comprendre le recours que représente pour un pays, un peuple en danger, la foi, l'Église, la structure religieuse du pays. Et ils disent, nous avons subi tellement de choses, nous avons résisté à beaucoup, nous avons beaucoup perdu. Aujourd'hui, nous sommes abandonnés, nous avons l'Église, et si la France veut faire un peu plus, tant mieux, nous bénirons la France. Mais pour l'instant, effectivement, compte tenu de la pression de l'ennemi, des objectifs de l'ennemi et de la faiblesse de l'Arménie, tout indique que l'Arménie peut encore subir des coups plus graves. Jusqu'à sa disparition, je ne le sais pas. Cette disparition interviendra si vraiment l'Occident, la France notamment,
continue à se désintéresser de la situation de l'Arménie. Dans le propos introductif, vous avez cité des belles phrases de Tesson, qui est un grand ami de l'Arménie, qui est allé là-bas à plusieurs reprises, qui est allé marcher notamment, c'est un grand marcheur, il est allé marcher, pour les Arméniens il représente quelque chose de très fort, Tesson. Eh bien, ce qu'il dit est très juste et on le ressent quand on va là-bas, quand on discute avec les Arméniens, même si Erevan, la capitale, est un peu une vitrine, un peu comme c'est une société de consommation, on vit bien, il y a des trafics, il y a beaucoup d'argent. Dès qu'on quitte le pays, on voit la vraie misère, mais que ce soit à Erevan ou dans les régions les plus reculées, les gens gardent en tête qu'ils sont différents de tous les peuples, de tous les pays qui les entourent. Et quand on commence à les questionner, on se rend compte qu'effectivement, l'Arménie d'aujourd'hui, cette petite république d'Arménie, c'est vraiment un petit bout de l'Europe dans le Caucase. Les valeurs judéo-chrétiennes ou gréco-romano-judéo-chrétiennes, elles vivent là-bas, dans un océan d'islam irrationnel. Le respect des droits de l'homme et des droits de la femme exceptionnel dans toutes ces régions du monde, là-bas c'est une réalité. L'attention aux autres, la vocation de passerelle que les chrétiens veulent toujours conserver entre les différents peuples de la région, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, eh bien, c'est une réalité qu'on observe régulièrement sur place. Et quand les Arméniens nous disent « Nous sommes un peu le miroir de l'Europe là-bas, regardez-nous, vous verrez, nous sommes un bout d'Europe, une parcelle de votre civilisation dans le Caucase. Vous pouvez décider de laisser disparaître cette parcelle de civilisation, ce témoignage de civilisation, mais ce que vous allez perdre là-bas, un jour, vous le regretterez parce que ce sera sur vos frontières. Si vous niez ce que vous êtes là-bas, ce sont des Arméniens qui disent ça, si vous niez ce que vous êtes là-bas, comment ensuite vous faire respecter, vous, en Europe et notamment en France? Ce langage, je l'avais entendu au Liban, au moment de la guerre du Liban, chez les chrétiens qui nous disaient on a beaucoup de défauts, on a beaucoup de torts dans cette guerre-là qui avait duré de 1975 à 1990, mais nous défendons notre terre chrétienne, nos vallées saintes, nos églises. Ils ont réussi dans des conditions souvent épouvantables, avec de la cruauté, de la barbarie dans tous les camps. Ils ont réussi à tenir. Et si encore aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être 2-3 millions de chrétiens au Liban, c'est pas par hasard, c'est qu'ils ont résisté. Eh bien, à l'époque, ils nous disaient, nous nous battons aujourd'hui, notre combat d'aujourd'hui, c'est le vôtre demain. Nous résistons aujourd'hui là-bas, peut-être que nous serons balayés, mais après nous, ce sera votre tour. C'est ce que disent aujourd'hui les Arméniens 30 ans, 40 ans après cette guerre du Liban. Et ce qui se passe là-bas, c'est effectivement une cause qui est la nôtre. La France s'est un peu réveillée. Je ne sais pas si ça ira très loin. Du côté de l'Union européenne, quand les Arméniens disent « et l'Union européenne », ils nous considèrent comme des États chrétiens, il est très difficile de les décevoir et de les détromper. L'Union européenne, c'est Ursula von der Leyen qui, en juillet 2022, est allée signer un accord gazier et pétrolier léonin avec le président Aliyev de l'Azerbaïdjan, qui a conduit à nous ligoter. Il nous a garanti des livraisons de gaz et de pétrole en échange de notre silence sur ce qui se passe avec l'Arménie. Et donc aujourd'hui, l'Arménie se tourne vers un seul pays, vers la France, et c'est pour ça que ce que je vous disais en préambule, votre présence, même si on est un peu les amis des catacombes, là, on est un peu pas très nombreux, si vous voulez. Il n'y aura pas de grandes manifestations pour l'Arménie, j'en suis sûr, mais je sais que ça leur fera du bien, plaisir, et ça leur redonnera du tonus pour les temps difficiles qui les attendent. Je suis prêt à me livrer à vos questions, si vous en avez. Et j'essaierai de répondre, même si
journalistes, quand ils n'ont pas la réponse, ils répondent quand même. Mais moi, je vous dirai si je ne sais pas. Merci vraiment infiniment. Et on passe aux questions, en effet. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la position de la Géorgie? Alors, la Géorgie, dans le contexte des nations, pèse peu là-bas. La Géorgie, après un intermède pro-américain qui a été un peu difficile à gérer pour les Géorgiens, a été reprise sous la coupe de la Russie. Donc quand on parle de la Géorgie aujourd'hui, il faudrait mieux parler de la Russie. La Géorgie tire profit de la situation sur le plan commercial, parce que cet axe qui monte de l'Iran, qui traverse l'Arménie et qui va vers la Russie, traverse la Géorgie. Et sur le plan commercial, la Géorgie touche au passage des royalties, des taxes, et donc on profite de la situation. Mais la Géorgie, par prudence, se tient à distance à la fois de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, parce que par la mer Noire et par les frontières terrestres, elle touche à l'Azerbaïdjan, la Géorgie, et elle se garde bien de se rapprocher de l'Arménie. J'ajoute qu'en Arménie, j'en ai pas parlé, mais il y a dans la classe politique, il y a, c'est difficile à évaluer, à peu près 40-50% de la classe politique qui est encore aujourd'hui très inféodée aux intérêts russes. Quand le Premier ministre Pachinian est élu en 2018, c'est un rejet de la politique de ses prédécesseurs qui tous, plus ou moins, étaient proches de la Russie avec tout ce que ça comporte de copinage, de corruption. Et donc il y a eu un rejet de cette classe politique qui reste populaire malgré tout. Je vous ai dit que beaucoup d'Arméniens sont encore soviétoïdes. Ils rêvent de l'époque où la Russie faisait la pluie et le beau temps, et où la Russie réglait les retraites et les dépenses. C'est un peu le même phénomène qu'on a connu en Russie à une époque, quand les gens regrettaient l'Union soviétique, parce que du temps de l'Union soviétique, tout était un peu figé, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, il n'y avait rien dans les magasins, mais les gens vivaient à peu près correctement. Et donc la phase d'adaptation est toujours très difficile, et l'Arménie l'a vécu elle aussi, là, ces 10 dernières années. Mais là, en Géorgie, il y a 2-3 villes, grandes villes, qui étaient arméniennes. Est-ce que vous pensez qu'ils ne pensent pas que demain, l'Arménie, il va demander leur terre qu'il est en Géorgie? Non, il n'y a pas de revendication territoriale, c'est ça que vous voulez dire? Si. Bon, il n'y a pas. Je suis arménien. Oui, mais... Quand même, j'ai étudié oui. en école, mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Quand Géorgie, il n'approche pas d'Arménie, c'est pas une seule question qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que même il y a le temps, il ne laisse pas passer par la Géorgie, quand il n'y a pas aucune possibilité. Pourquoi il ferme la route? Je ne comprends pas. Qui ferme la route? Oui, il ferme la route. Les Arméniens, ils passent par la Géorgie quand il n'y a pas d'aucune solution. Ah ben, les convois, moi j'ai suivi, les convois qui viennent d'Iran et d'Arménie traversent la Géorgie et vont vers les ports de la mer Noire. La route est ouverte. Oui, c'est pas longtemps qu'ils ont ouvert. Ah ben, il y a quelques années déjà. Si. Oui, mais... Non, mais il y a eu des problèmes territoriaux, des querelles de villages frontaliers, mais c'est un peu un non-sujet en Arménie aujourd'hui. C'est pas ça. Le sujet, l'attention des Arméniens, c'est pas vers la Géorgie, c'est vers l'Azerbaïdjan et vers le sud aujourd'hui. C'est ça qui les préoccupe plus. Je ne crois pas, parce qu'il y a tellement d'Arméniens qui sortent d'Arménie. Il croit qu'il faut sortir d'Arménie, il va trouver quelque chose à l'extérieur, et 80% il essaie pour aider l'Arménie. Oui. Mais il n'arrive pas à cause de Poutine. Quand le Poutine il dit une chose et il fait une autre chose.
Aujourd'hui, 80% c'est la Russie qui coupe toutes les routes. Même la guerre, la dernière guerre, si ce n'est pas le Poutine, la guerre, il ne peut pas perdre l'Arménie. Parce que sans armes, ils sortaient pour battre. Et sans armes, tu ne peux pas battre. La Russie, il coupe toutes les frontières. Il donne la possibilité à l'Azerbaïdjanais qu'il avance, mais les Arméniens, non. Oui, alors ça, oui. La Russie a joué un jeu très ambigu. Elle s'est éloignée de l'Arménie. Et je ne l'ai pas précisé, mais après 2020, un contingent de gardiens de la paix russe s'est installé dans le Haut-Karabakh pour séparer l'Azerbaïdjan de l'Arménie. Ce contingent devait éviter une agression d'un côté comme de l'autre. Lors de la dernière offensive azerbaïdjanaise, cette armée russe, 1900 à peu près, ils étaient, est restée l'arme au pied, sur ordre de Moscou. Ça rejoint ce que je vous ai dit. La Russie ne voulait pas s'engager contre l'Azerbaïdjan, qui à ce moment-là était l'agresseur, ne voulait pas ouvrir un front. Et donc, ce contingent de soldats d'interposition qui faisait un peu fantasmer les Arméniens, qui disaient, voyez, maintenant les Russes sont là, ils vont s'interposer. Ce contingent n'a servi à rien. C'est-à-dire que Poutine a clairement ordonné à ses troupes de ne pas bouger et de laisser faire l'Azerbaïdjan. Il avait choisi son camp. Ça a été un réveil chez les Arméniens. Ils ont été très surpris. Sauf les gens qui avaient analysé un peu plus la position de Poutine et l'éloignement de Poutine par rapport à l'Arménie. Donc ça, c'est une réalité. Il y a aussi dans le nord-ouest de l'Arménie un contingent de 3000, 4000 soldats russes qui à Gyumri, qui est une très grande garnison russe, qui observe la Turquie, qui observe le pays de l'OTAN qu'est la Turquie. Et là, il y a des missiles antiaériens et des missiles terrestres déployés par la Russie sur cette frontière de l'OTAN face à la Turquie. Ils n'ont pas bougé, ils sont là, mais à une époque on disait que si la guerre devait se déclarer entre la Russie et l'OTAN, ça commencerait là, aux frontières de l'Arménie et de la Turquie, avec ce contingent russe. Pour l'instant, ça n'a pas bougé, mais les Russes sont toujours très présents en Arménie, mais ils ne servent pour l'instant à rien. En tout cas, face à l'Azerbaïdjan, ils n'ont rien fait, et face à la Turquie, ils sont là en attente, on ne sait pas trop bien quelle est leur mission. Peut-être pour compléter par rapport à la question de la Géorgie, la Géorgie a plus d'intérêt en fait économique à continuer à laisser passer les flux économiques entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et même à faire perdurer ça le plus longtemps possible, puisque le jour où il n'y aura plus de sunniques, effectivement, tous ces flux-là vont disparaître, parce qu'ils auront la communication directe. Moi, je voulais demander, donc aujourd'hui la Turquie, c'est quand même la Turquie, enfin, la Russie qui protège encore la frontière entre la Turquie et l'Arménie. Le problème étant que la Turquie joue le double jeu avec l'OTAN. On a vu qu'elle pouvait bloquer l'OTAN facilement, et puis qu'elle négocie tout ce qu'elle peut pour son propre intérêt. Est-ce que si l'Arménie devait être attaquée par l'Azerbaïdjan, la Turquie aurait les moyens, la possibilité d'attaquer elle-même aussi, ou elle laisserait faire à l'Azerbaïdjan? Sachant qu'elle a quand même beaucoup participé à la guerre du Haut-Karabakh, à aider l'Azerbaïdjan. Oui. La Turquie est le principal soutien de l'Azerbaïdjan sur le plan politique, sur le plan militaire, très clairement, très clairement. À la limite, d'un point de vue un peu cynique, la Turquie n'aurait pas à bouger si l'Azerbaïdjan fait le travail, et l'Azerbaïdjan a la capacité de faire ce travail. Et la Turquie peut intervenir ensuite en faiseuse de paix. Une fois que l'Azerbaïdjan aura atteint ses premiers objectifs, le corridor terrestre dans le sud de l'Arménie ou la prise de gage d'une partie du sud de l'Arménie, la Turquie laissera faire, puis interviendra en disant maintenant il faut se mettre à la table de négociation. Et c'est cynique, mais c'est le jeu de la Turquie à l'heure actuelle. La Turquie n'a pas à entrer dans le jeu.
les deux antagonistes ne sont pas de son niveau. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. On laissera jouer le plus fort parce que ça correspond aux intérêts de la Turquie. Mais sans intervenir directement, sauf par le biais de livraisons d'armements sophistiqués, de drones notamment, de munitions, de transport de troupes. Et c'est un peu comme nous on fait en ce moment en Ukraine. Nous ne sommes pas co-belligérants, mais nous fournissons des dizaines de milliers d'obus, des canons, de la formation, mais on n'est pas co-belligérants. La Turquie fait la même chose avec l'Azerbaïdjan. Je vais laisser la parole, mais dans la guerre de 2020, au départ, l'Arménie était presque heureuse d'attaquer, enfin de défendre le Haut-Karabakh. Ils disaient on va gagner, une nouvelle guerre, un nouveau territoire. Et puis ils ont réalisé que en fait, la façon dont l'Azerbaïdjan a fait la guerre était différente de celle à laquelle ils s'attendaient. Parce que ce sont les généraux turcs qui ont pris la direction, la main, sur l'armée azérie. Et donc ce sont les moyens et l'organisation otanienne, si on peut dire ça, qui a permis de gagner la guerre du Haut-Karabakh. Vous savez, oui, je ne suis pas entré dans ce détail. Vous savez, on parle de l'Ukraine, l'irruption des drones dans la guerre d'Ukraine, qui commence il y a 2 ans. En réalité, dès 2020, la guerre menée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, c'est une guerre de drones. Les Arméniens, qui sont des combattants courageux, s'étaient enterrés sur leur ligne de défense dans le Haut-Karabakh. Ils attendaient l'ennemi de face. Ils avaient des missiles anti-chars. Ils attendaient l'arrivée des blindés, des troupes au sol. Ils étaient prêts. Ils se seraient battus très très bien. Le problème, c'est que l'ennemi n'est pas venu de face, il est venu d'au-dessus, sous la forme de drones. Et dans les tranchées, les lignes de tranchées qui se trouvaient dans le Haut-Karabakh, il n'y avait aucune protection anti-aérienne. Et les malheureux soldats arméniens ont été pilonnés dans leurs tranchées de façon épouvantable. Et c'est pour ça que beaucoup ont quitté les lignes, parce que c'était indéfendable. Ça a été une boucherie. Et aujourd'hui, en Arménie, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais il y a l'esprit ancien combattant du Karabakh qui est en train de bouillonner et qui pourrait produire un effet politique à un moment. Ces gens qui se sont battus dans le Karabakh, d'une part, et les gens, les civils qui ont dû fuir, les 110 000 qui ont dû fuir, qui sont des sortes de pieds noirs arméniens, qui sont revenus en Arménie, ces gens-là commencent à pas mal bouillonner, travailler, à contester. Peut-être que ça ne produira rien sur le plan politique, mais peut-être que oui, parce que cette guerre a été perdue par des généraux et des politiques qui avaient mal compris la menace, qui ne s'y étaient pas préparés, qui n'avaient pas acheté les dispositifs anti-drones. Mais c'était le début de ce type de guerre. Et donc, dans le Karabakh, les soldats arméniens, nous sommes nos montagnes, qui sont courageux, forts, qui sont de bons combattants, hein, eh bien, ils ont été surpris, saturés, écrasés, et beaucoup ont dû quitter le front, les lignes de front, pas par lâcheté, parce que c'était impossible de se battre face à un ennemi qui était largement supérieur à eux, quoi. Bonsoir. Vous parlez tout à l'heure effectivement de cette croix en plein milieu du croissant musulman. Quelle est la position, quelles sont les positions aujourd'hui de nos églises chrétiennes, je parle américaines, catholiques, protestantes, en soutien, en tout cas, d'intervention? On sait qu'il y a des églises qui ont des pouvoirs d'intervention, on le voit avec le conflit à Gaza, aussi sur le terrain religieux. On n'entend pas parler. Je n'ai pas de position des grands militaires. Si, les églises ont pris des positions, les églises orthodoxes, l'église catholique, les évangéliques. Position de soutien à l'Arménie, soutien à la paix et appel à la raison. C'est un peu les discours habituels. Du côté de l'église catholique, le pape François, à plusieurs reprises, a porté la cause de l'Arménie dans ses prières, dans ses discours, dans ses interventions. Récemment encore, là, ces jours derniers, il y a un synode des évêques catholiques à Rome. Alors vous savez que 98% des chrétiens arméniens sont orthodoxes, enfin de l'église apostolique arménienne. Il y a une minorité catholique qui est très active
notamment sur le plan de l'enseignement, comme souvent. Ils sont très actifs. Ils se sont réunis à Rome, et j'ai lu leur communiqué de fin de, je ne sais pas si c'était pas un synode, mais de fin de réunion, et c'est terrible parce que c'est un aveu d'impuissance. Ils en appellent à la paix, au bon sens, à la prière, et il y a dans leur formulation, ils parlent du destin fatal de l'Arménie. Destin fatal de l'Arménie. Ça veut dire que c'est fini. Enfin, c'est assez ambigu. Alors, c'est une traduction de l'italien en français. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais les églises sont présentes, mais avec des moyens extrêmement limités. Et clairement, l'Arménie, même si c'est abrupt, peut-être que s'il y avait quelqu'un de la secrétairerie d'État du Vatican à côté de moi, il dirait, vous ne pouvez pas dire ça. Je pense que l'Arménie n'est pas une priorité aujourd'hui pour le Vatican. Les priorités, c'est la Chine, c'est le Vietnam, c'est l'Amérique latine où il se passe des choses épouvantables pour les églises. L'Arménie, c'est un peu secondaire. Et j'ai tendance à croire que le Vatican, avec les prières, les discours, les intentions, etc., s'en remet plus à la politique des États, la politique de l'ONU, la politique de l'Europe ou de l'Union européenne et de la France, parce que les moyens du Vatican sont extrêmement limités. Mais il y a des vraies prises de parole, hein, quand même. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'étais en Arménie il y a 3 semaines. J'étais notamment à Kapan quand il y a eu les 4 morts arméniens sur la frontière, à une dizaine de kilomètres de la ville. Et ce que j'ai entendu là-bas d'Arméniens, notamment à l'hôtel où on logeait, où il y avait toutes les missions d'observation, c'est que les militaires arméniens avaient été ivres quand ils ont ouvert le feu sur les postes azéris, et que les Azéris ont riposté, ce qui a fait 4 morts côté arménien. Que cet alcool avait été livré par les Russes. Je ne comprends pas bien quel pourrait être l'intérêt des Russes d'entretenir une poudrière dans cette zone-là, mis à part justifier encore une fois leur présence dans le Caucase. Et ma deuxième question, c'est si je n'ai pas compris non plus, et les Arméniens que j'ai côtoyés ne comprenaient pas, comment se fait-il qu'en septembre, le Haut-Karabakh ait plié bagage, se soit effondré si rapidement, alors qu'ils disaient justement qu'ils ne quitteraient jamais leur terre, que tous les gens du Haut-Karabakh le disaient, qu'en fait il y a eu un exode massif si rapidement. Alors, vous étiez volontaire là-bas pour une ONG? Oui, pour Santé Arménie. On faisait de la formation au premier secours et à la médecine de guerre. Très bien. Alors, pour la première question, remarque, franchement, les Russes n'ont pas intérêt à créer ou à entretenir une poudrière, clairement. Et quand on va là-bas, et quand on connaît les habitudes dans un certain nombre de pays, les habitudes des soldats, vous savez, l'alcool, ça circule beaucoup. Il ne faut pas voir derrière l'enivrement de ces soldats, de cette section, de cette unité, un plan diabolique des Russes pour faire tirer les Azéris contre les soldats arméniens. Je ne crois pas. Malheureusement, c'est épisodique. Il y aura d'autres trucs comme ça. Les Arméniens n'ont pas besoin des Russes pour se procurer de l'alcool, mais comme les Russes en vendent, c'est de la mauvaise vodka à 2 balles, ben ça circule, et quand les gars s'ennuient ou que les gars ont peur ou ils sont loin de leur foyer, dans toutes les armées du monde, c'est des trucs qui se produisent avec des incidents à la clé. Et là, la réactivité des Azerbaïdjanais a été foudroyante, et malheureusement pour les Arméniens, mais je ne crois pas qu'il faille chercher une volonté délibérée des Russes d'alimenter la violence sur le front. Ce n'est pas du tout leur intérêt. Et pour l'autre aspect de votre question, en fait, je pense y avoir répondu déjà un peu. Hein, il me semble. Pourquoi ont-ils quitté Vous savez, les soldats. Alors, on a dit sur place, moi j'étais pas à ce moment-là, on a dit que entre 2020 et 2022, l'armée de la République d'Arménie s'était en grande partie retirée vers l'Arménie. Il restait sur place dans le Haut-Karabakh les unités de défense du Karabakh. Ces unités de défense étaient aux ordres d'un pouvoir dans le Haut-Karabakh, l'Artsakh, qui n'était pas
favorable au Premier ministre Pachinian d'Arménie. Donc il y avait des bisbilles, mais sérieuses, entre le pouvoir à Erevan et le pouvoir à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Donc les liaisons étaient très mauvaises, aucune entente, et quand les autorités de Stepanakert ont actionné le signal d'alarme, venez nous aider, envoyez des unités à notre secours, l'Arménie, la République d'Arménie n'a pas réagi et a laissé les frères de l'Artsakh se faire battre. On dit que Pachinian, tout à sa volonté de conclure un accord de cessez-le-feu et de paix avec l'Azerbaïdjan, a préféré lâcher l'Artsakh pour sauver l'Arménie. L'idée, c'était de lâcher un gage, l'Artsakh, le Haut-Karabakh, pour mieux sécuriser l'Arménie qui était en grand danger. Et du coup, personne ne s'est porté au secours des défenseurs de l'Artsakh. Et quand les gens, les 120 000 habitants arméniens de l'Artsakh ont compris ça, et ils savaient qu'il y avait cette mésentente, ils se sont dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, puisque Erevan ne nous soutient pas, plus personne ne nous soutient, il vaut mieux partir. Et tout ça a été précédé d'une campagne de terreur menée par l'Azerbaïdjan, qui depuis 2020, 2022, et encore aujourd'hui, a diffusé sur les réseaux sociaux des exactions par ses propres soldats, des exactions sur les civils, hommes et femmes, sur les militaires, hommes et femmes arméniens dans le Karabakh. Il y a des vidéos qui ont tourné sur YouTube épouvantables, où on voit notamment, il y a 3 ou 4 soldats arméniennes, j'en parle dans le livre, je ne m'étends pas, mais qui sont martyrisés par des soldats azerbaïdjanais, et tout ça avec l'écho et le fait que ça circule et ça se rediffuse, et ben ça a créé un climat de terreur dans la population arménienne du Karabakh, et les gens ont préféré fuir, pour fuir les barbares turcs d'en face. Voilà. Merci pour votre intervention. Moi j'ai une question, elle est double. Alors déjà, à l'échelle de la France, qu'est-ce qui, selon vous, devrait être fait pour dissuader clairement l'Azerbaïdjan de menacer l'Arménie? Et en même temps, à l'échelle plus locale, qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider le peuple arménien? À l'échelle de la France, donc d'un point de vue politique, je regrette que la voix de la France ne soit pas portée avec plus de force par notre président, notre ministre. On fait les choses à bas bruit. Oui, on a noué une coopération militaire, mais on ne dit pas pourquoi, comment, et surtout on ne porte pas cette cause, nous Français, à Bruxelles, à l'Union européenne, on ne mobilise pas. Alors quand je dis ça à certains responsables politiques, ils disent oui mais on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois, on a l'Ukraine. Et c'est vrai que l'Ukraine, malheureusement, fait beaucoup de tort à l'Arménie. Parce que la guerre d'Ukraine, elle est plus proche de nos frontières, c'est existentiel pour l'Ukraine, ça nous concerne très directement, il y a une menace russe, il y a des intérêts, on est pour ou contre la livraison de matériel. Bon. Et donc, ce dossier Ukraine a tendance à étouffer ou à repousser le dossier arménien. Malgré tout, je pense que notre président, adepte du en même temps, devrait être capable en même temps de défendre l'Ukraine et de porter un peu plus la voix de l'Arménie, la défense de l'Arménie. Or, je suis ça d'un peu près quand même, il n'y a quasiment rien eu. Les seules vraies voix politiques fortes de ces 3-4 dernières années sont des voix d'hommes politiques qui pour la plupart sont dans l'opposition, chez les Républicains, je cite Wauquiez, je cite des différentes personnalités de la droite ou de l'extrême droite, qui sont allés là-bas, qui ont mobilisé, mais au niveau gouvernemental, depuis 2017, Macron est au pouvoir depuis 2017, il n'y a quasiment rien eu. Je le regrette. Ça se réveille un peu, tant mieux, je salue l'initiative, mais ça se fait comme de façon clandestine, comme si on n'osait pas. Dans les conférences de presse publiques, sur les interventions télévisées, devant la presse régionale ou autre, notre président Macron
n'a pas porté le sujet Arménie tous ces temps derniers. Et c'est vrai qu'on parle plus de l'Ukraine. Voilà. Et alors au niveau infra-politique, ben, l'idée c'est quand même d'abord de s'informer, c'est ce qu'on fait ce soir, et c'est peut-être d'aider, ça paraît peu, mais d'aider les associations, les ONG, françaises ou arméniennes de France, qui portent secours à l'Arménie. Croyez-moi, c'est important. Hein. Il y a beaucoup d'ONG, d'entreprises qui font des dons à l'Arménie. Vous voyez, j'étais il y a quelques mois avec SOS Chrétiens d'Orient à Vardenis, dans l'est de l'Arménie, face à la frontière de l'Azerbaïdjan. J'ai visité une école avec eux, il y avait des projets. Ben, l'école, c'est tout simple, c'est une école qui a été construite du temps de l'Union soviétique, donc avant 91, c'était les techniques soviétiques. Les vitres, c'est du papier à cigarette, il n'y a plus de joints, les planchers sont à moitié effondrés, la chaudière pour l'hiver tourne un jour sur deux, ça paraît dérisoire, ça paraît fou. Eh bien, SOS Chrétien arrive, mais l'œuvre d'Orient peut faire la même chose, le Fonds arménien aussi, ils font ça, arrive, établit ce que pourrait être le chantier, et avec l'argent que nous donnons, eh bien, ils vont remplacer les fenêtres, mettre les joints, remplacer la chaudière. Et ça fait une école qui devient viable, parce que l'hiver là-bas, croyez-moi, on se gèle. Et donc les jeunes qui, dans les couloirs, ce ne sont pas des saints comme ça, mais des couloirs, il y a beaucoup de portraits. Eh bien, on trouve les portraits de tous les grands Arméniens du monde. Il y a les champions d'échecs, il y a les Arméniens, j'oublie les noms, qui ont contribué à la conquête spatiale aux États-Unis. Il y a Charles Aznavour, il y a Manoukian, Ishaq Manoukian. Enfin, les Français, ils savent ce que c'est. Quand ils voient arriver une ONG française, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est un peu de France qui revit là-bas et ils nous remercient. Donc, ces petites rivières font beaucoup de bien dans un pays vraiment sinistré, mais vraiment très sinistré. Les dons font du bien, vraiment. Oui, oui. Merci bien. Est-ce que aujourd'hui, alors que la Russie est très occupée avec l'Ukraine, mais est-ce que quelque part l'Arménie ne reste pas une zone tampon pour la Russie sur le grand croissant dont vous avez parlé entre la Turquie jusqu'à l'Ouïghour dans l'avenir, c'est-à-dire qu'une fois que l'affaire de l'Ukraine sera réglée, peu importe dans quel sens, mais en tout cas un jour, il faut espérer qu'elle se termine le plus rapidement possible pour ceux qui sont sous les balles. Mais effectivement, est-ce que donc l'Arménie ne restera pas, enfin la Russie ne pourra pas se retrouver un intérêt à revenir vers l'Arménie pour effectivement limiter peut-être l'expansion de l'islam? J'ai cru comprendre il y a quelque temps que la Russie voulait quand même coopérer avec l'Occident pour contenir l'islam et en tout cas l'islamisme, ce qui n'a pas été fait avec la Russie. Et est-ce que, deuxièmement, Israël ne joue pas un jeu de court terme en voulant s'installer ou se positionner sur l'Azerbaïdjan, alors que, effectivement, une fois que si ce croissant se réinstalle, il se retrouvera confronté directement avec l'islam, quoi. Est-ce que l'Israël ne joue pas un peu à court terme? Oui, alors il y a beaucoup de choses, mais la Russie, son intérêt, c'est de se consacrer à l'Ukraine, là c'est la priorité majeure, et deux, c'est de garder un statu quo avec la plus faible intensité possible dans le Caucase. Ce statu quo, je l'ai dit, correspond à des intérêts de la Russie avec l'Azerbaïdjan, d'une part, et puis au fait que l'Arménie, qui pèse très peu, est stabilisée. Il ne faudrait pas que l'Azerbaïdjan et la Turquie dépaissent l'Arménie. Ça créerait un déséquilibre régional, ce que ne souhaite pas la Russie. Donc, on tient l'Arménie sous le boisseau, comme ça, tranquillement, aux frontières de la Turquie et de l'Iran. La Russie a besoin de l'Iran, donc d'une frontière ouverte avec l'Iran, parce qu'il y a du trafic. La Russie est alliée de l'Iran, donc c'est intéressant d'avoir ce lien direct avec l'Iran, ça c'est clair. Et puis, pour la Russie, il y a pour Poutine, la Russie, il y a une autre préoccupation qui les a conduits à une guerre déjà là-bas. La Géorgie, 2008, la Géorgie du président Saakashvili,
se rapproche à grande vitesse de l'Amérique. Et à l'époque, déjà 2008, on disait, ça y est, la Géorgie va être phagocytée par l'OTAN. Il y avait l'Alliance Atlantique, de plus en plus de conseillers américains et britanniques en Géorgie. Et pour la Russie, ça a été un casus belli. Ils ont fait la guerre, une semaine, ils ont saisi l'Ossétie, enfin des gages territoriaux. Ça a gelé le projet de récupération de la Géorgie par l'Amérique et l'OTAN. On n'en parle plus. Mais il ne faudrait pas que ça se passe de la même façon avec l'Arménie. Pour ça qu'ils surveillent attentivement le jeu du Premier ministre Pachinian. Il ne faut pas qu'il aille trop loin du côté de l'Occident. Dieu merci, si on peut dire, pour les Russes, les Américains ne sont pas très allants en ce moment du côté de l'Arménie. Parce que leur intérêt, c'est plutôt du côté de la Caspienne et donc de l'Azerbaïdjan. Et puis, à l'ouest, garder la Turquie, qui est un membre de l'OTAN un peu extravagant, garder la Turquie quand même dans certaines limites. Donc l'Arménie n'est pas une priorité pour l'Amérique, n'est pas une priorité pour la Russie. Et donc, ça voudrait dire que finalement, l'Arménie pourrait se satisfaire de ce statut de pays gris qui n'intéresse personne, à condition que l'Azerbaïdjan ne profite pas de la situation pour prendre un bout d'Arménie. Et les Arméniens se disent, les Arméniens pro-russes se disent, jamais la Russie n'acceptera une remise en question du statu quo dans le Caucase. Donc, on est tranquille. Sauf que l'Azerbaïdjan a pris le Haut-Karabakh, a des projets, mais vraiment extrêmement précis concernant l'Arménie. Et donc, faut-il faire confiance à l'Azerbaïdjan? Vous savez, moi, j'ai été frappé dans les ouvrages que j'ai pu faire. Je me souviens de la Bosnie, les Balkans, 1991-92. Quand j'y vais là-bas comme journaliste, je ne connais rien à ces pays. À l'école, on n'apprend pas les Balkans, on ne sait pas ce que c'est. J'ai découvert. Et j'ai découvert que cette guerre avait été programmée, préparée, tout avait été annoncé par Milosevic et la Serbie qui voulait refaire la Grande Serbie. Dès 1989, l'Académie des sciences serbes avait sorti un document incroyable où tout était dit. On va faire ça, ça, les Serbes, les Bosniaques. De la même façon que Hitler, dans Mein Kampf, avait dit tout ce qu'il allait faire ensuite. Qui avait lu Mein Kampf? Malheureusement, pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde avait lu Milosevic à la fin des années 80. Ça a produit cette guerre terrible de Sarajevo 92-95, puis après le Kosovo 99. Et de la même façon aujourd'hui, il faut se méfier des parallèles un peu automatiques, mais moi j'y pense beaucoup à ça. Aujourd'hui, le président Aliyev a écrit tout ce qu'il veut faire concernant l'Arménie. Quels sont nos diplomates qui ont lu cela? Moi j'ai mis tout ça dans mon livre. J'étais stupéfait de lire tout ça. Parce que nos médias ne l'avaient pas retranscrit, ne l'avaient pas dit. Je suis allé chercher les discours, j'ai fait traduire ce qui n'était pas en anglais, ce qui était en azéri, mais il y a tout dedans. Et je me dis que quelqu'un qui annonce tout, à un moment, s'il se sent assez puissant et assez libre d'appliquer sa politique, ben, il va y aller. Parce qu'il y a un discours nationaliste, impérialiste derrière. Donc l'Arménie peut se faire du souci, même si ce statu quo arrange toutes les grandes puissances aujourd'hui. Israël, donc le court terme. Alors Israël a un danger existentiel. Alors le Hamas, oui, mais l'Iran, la bombe atomique, ça paraît irrationnel, mais salé quand on est israélien. On a, je ne sais plus combien, 600 millions d'Arabes autour, et on a l'Iran. Ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. Mais l'Iran, qui a, là aussi, la volonté de se doter d'un armement nucléaire, qui a déjà les missiles de longue portée, et qui a, dans les projets bâtis au plus haut niveau de l'État central iranien, les projets de libérer les lieux saints de l'islam, de la présence israélienne, et d'en finir avec l'État hébreu. C'est une réalité. Ça peut être discuté, mais ça a été dit, écrit. Et l'Iran soutient le Hezbollah qui veut éradiquer l'État hébreu et le Hamas qui veut faire la même chose. Donc c'est quand même des signaux importants.
Ce pays doté de la bombe nucléaire, pour Israël, c'est la fin. Pour eux, c'est l'Holocauste qui recommence et la fuite dans le monde entier. Ils ne veulent pas ça. Et donc, tout ce qui est bon pour casser cette logique guerrière nucléaire de l'Iran, eh ben, ils vont le prendre. Et aujourd'hui, même s'ils n'aiment pas les Azéris, qui sont des turcophones chiites, ils ne sont pas sunnites, eh bien, ils s'entendent avec eux, ils vendent, ça c'est gagnant pour l'économie israélienne, ils achètent du pétrole à bas prix, et puis surtout, ils mettent en place des éléments qui pourraient, d'un point de vue militaire, quand on regarde ça d'un point de vue militaire, qui pourraient être des bases d'assaut contre l'Iran, le nord de l'Iran, le jour venu. On ne sait pas si Israël tapera l'Iran. C'est probable, un moment. Les avions, des commandos, par où arriveront-ils? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'ils arriveront aussi du nord de l'Iran, parce que l'idée militaire, c'est de saturer l'adversaire et d'arriver de tous les côtés. Et bien là, ils ont un pays, l'Azerbaïdjan, qui leur offre des bases d'écoute, mais il y a aussi, j'en parle dans le livre, à Fuzuli, c'est une ville du sud de l'Azerbaïdjan, que l'on voit des hauteurs des villages arméniens d'Arménie, du Sionik. On est sur les hauteurs, et dans la vallée, c'est une grande plaine, la plaine de l'Arax, de ce grand fleuve. On voit au loin des tas de lumières. La première fois, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est toutes ces lumières là-bas, au milieu de l'obscurité? Et les Arméniens avec qui j'étais m'ont dit, Henri, m'ont dit, ah ben ça c'est... Et puis se sont tus, ils m'ont regardé, et puis ils ont ajouté, c'est pour les Israéliens. Peut-être qu'ils croyaient que j'étais juif, je ne sais pas. Mais ils ont marqué un temps d'arrêt pour les Israéliens. Et je leur dis, mais expliquez-moi. Eh bien, Fuzuli, il n'y a personne, c'est la Beauce, si vous voulez. Et il y a un aéroport ultra moderne, avec des pistes de 3800 mètres de long, qui ont été construites. Il y a une aérogare. Il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. À quoi ça sert? Et ils m'ont dit, mais c'est les Israéliens qui ont payé, qui ont fait construire ça avec des capitaux américains. Il y a des pistes pour des gros porteurs. Le jour venu, cet aéroport pourra servir pour poser des gros porteurs américains, israéliens, avec des troupes, avec des armements, avec des missiles, avec tout ce qu'on veut. Autrement, à quoi sert cet aéroport de Fuzuli? Voilà, à rien. Donc pour Israël, tout est bon. Pas dans le cochon, pardon. Non, je l'ai entendu chez certains. Tout est bon pour contrer l'ennemi principal, évidemment. Merci. Oui, vous avez évoqué les liens entre la France et l'Arménie, ces liens anciens. Il y a des Français qui ont le souci de l'Arménie. Par exemple, les frères Carmes, l'action de carême des frères Carmes du couvent qui n'est pas loin, c'est l'Arménie. Donc ça vous montre que même si les médias ne parlent pas beaucoup, il y a des prières et puis il y a autre chose. Il y a l'information qui va se faire chez les Carmes. Voilà. Et vous avez raison, mais il y a beaucoup d'initiatives. Depuis que j'ai sorti le livre, on m'en a parlé en Bretagne, à Chartres, partout. Je me rends compte qu'il y a des communautés de fidèles, hein, de paroissiens, alors en général ce sont des chrétiens bien sûr, qui s'intéressent à l'Arménie, qui se documentent, qui envoient des dons, qui font des prières. L'information, les dons, les prières, pour l'instant, c'est très bien, et ça ne suffit sans doute pas, il faut un relais politique à un très haut niveau, mais c'est déjà énorme. Moi je regrette que nos médias, à part quelques-uns, on a parlé de Tesson, de Jean-Christophe Buisson, du Figaro Magazine, qui est très engagé, mais vous savez, on est très peu de journalistes à travailler sur le sujet, à défendre l'Arménie. Il y a beaucoup de jeunes qui partent, de jeunes Arméniens à travers le Fonds arménien de France, là, qui envoient des jeunes, notamment il y a des fermes agricoles qui tournent aujourd'hui avec des méthodes modernes et qui font des fromages, qui font de tout, et c'est très utile. Mais il y a des jeunes aussi, on a parlé des SOS Chrétiens d'Orient, il y a aussi l'œuvre d'Orient qui est très présente. Des ateliers de femmes sont financés parce qu'il faut redonner du travail, notamment aux gens de l'Artsakh qui ont été chassés.
Moi, je les ai vus à Goris, dans le sud de l'Arménie, un mois ou deux après leur fuite de leur patrie. Ils ont tout laissé. Ils sont venus avec leurs vieilles guimbardes d'origine soviétique, avec des matelas, des bassines sur le toit, à l'intérieur bourrés d'enfants, de cartons, de valises. Mais ils sont venus avec toute leur vie. Et des gens, j'ai vu des hommes, c'est très émouvant, des hommes pleurer en disant qu'ils ont tout perdu, que leur vie était là-bas, que c'est fini. Ils ont laissé leur troupeau et tout. Ces gens-là arrivent. Il y a eu un élan de solidarité très fort de la part des Arméniens d'Arménie. Et vous savez qu'avec le temps, ça se dilue. Et puis le gouvernement a aidé aussi. Il y a des hôteliers qui ont offert des chambres d'hôtel. Mais avec le temps, tout ça se dégrade et il faut des relais. Et les relais, c'est les ONG, françaises et étrangères, qui financent des ateliers de couture. J'ai vu ça, qui achètent 2-3 vaches, un bout de terrain pour faire repartir l'activité économique d'une famille, vous voyez. Mais ça paraît dérisoire, mais à un moment, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Est-ce qu'on arrête ici ou une dernière question? Je ne sais pas comment... Dernière question devant. Monsieur, là, devant. À propos des réfugiés du Haut-Karabakh, en Arménie maintenant, est-ce que vous savez comment le gouvernement arménien les a accueillis, les aide, et quel est l'avenir qu'ils peuvent avoir là dans les 6 prochains mois? Le gouvernement arménien les a mieux traités que les Français rapatriés d'Algérie l'ont été par le gouvernement français de l'époque. Il y a eu, d'une part, un soutien officiel de l'État, du financement, des réquisitions d'immeubles payés par l'État, mais il y a surtout eu, au-delà de ça, ce que je dis l'Algérie, parce qu'à une époque, on n'a pas été à la hauteur, nous Français, en 62. Il y a eu une solidarité interarménienne à l'intérieur du peuple arménien de la République d'Arménie, pour ses frères chassés du Karabakh. Des gens ont offert des chambres, ont fait le plein des fameuses guimbardes soviétiques pour les aider, tous ces gens-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois qui a suivi l'exode, les places du sud de l'Arménie, les grandes places dans les villes Goris, Kapan et toutes les autres, étaient saturées de campements sauvages avec les voitures, les gens se faisaient des petits feux. Et en moins d'1 mois, tout ça avait disparu. En moins d'1 mois, les gens s'étaient répartis dans l'ensemble du pays, de l'Arménie, aidés par le gouvernement, aidés par des familles, des cousins, des amis, etc. Il y a eu une solidarité, moi, qui m'a vraiment très étonné, comparé à ce qu'on avait pu voir dans notre histoire à nous, Français. Et donc, dans la durée, là, pour l'instant, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui où en sont les aides financières de l'État en faveur des réfugiés d'Arménie, enfin du Karabakh. Je serai en mesure de le savoir en mai. Là, je retourne passer 1 semaine là-bas et je poserai ces questions-là. Je vais vous répondre, quand il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent répondre. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui entre président, l'ancien, Levon, Kocharian, Serge Sargsyan et entre Pachinian? Qu'est-ce qu'il y a de différence entre lui? Alors, là, on ne va pas entrer dans la politique politicienne arménienne, qui est un peu compliquée. Ah oui, pardon. Merci, monsieur, pour un grand merci. Globalement, pour répondre simplement, il y a un avant et un après Pachinian. En 2018, Pachinian s'installe pour mettre fin au règne des partis et des hommes politiques trop liés à la Russie. Lui a dit « Je ne serai pas lié à la Russie comme mes prédécesseurs. Le peuple m'a élu pour justement m'éloigner des intérêts russes. Nous ne devons plus être des satellites de la Russie. » C'est ça pour moi la grande rupture. Alors lui, Pachinian est allé un peu plus loin en se rapprochant vraiment des Américains.
mais les partis pro-russes, avec des nuances, tous ceux qui étaient là avant 2018, sont toujours présents, ont toujours un électorat, et peut-être demain reviendront au pouvoir. Mais la rupture s'est faite pro ou anti-russe. Ça a été ça le changement majeur. Je crois que tous les quatre, c'est pareil. Entre les quatre, oui. C'est le degré de corruption qui change. Écoutez, encore un grand merci. Et on va juste